Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, un colloque, un ouvrage. Quel modèle et quel mode d'intervention et de formation en santé mentale suite aux violences collectives? Jean-Luc Bracler, Jean Kinable et Eugène Rutin-Bessa. Ce livre collectif est un partage interdisciplinaire de réflexions, d'expériences, de recherches et de pratiques touchant la santé mentale dans les suites de violences collectives et des traumatismes psychosociaux qu'elles provoquent. L'ouvrage trouve son origine dans un réseau international de collaboration qui s'est développé autour d'un projet de formation et de recherche en santé mentale au Rwanda après le génocide. Ce génocide et ses conséquences constituent le point de départ des textes que l'on va lire, qui s'ouvrent à d'autres situations, dans une démarche d'éclairage réciproque. Le génocide de 1994 a provoqué des dégâts monumentaux au niveau psychosocial. Les données issues de différentes enquêtes n'arrivent à transmettre qu'une idée de la réalité dont il est question, tant se révèle sans mesure la dévastation du tissu humain de la communauté rwandaise, ce que l'enchevêtrement et la précarité de l'ensemble des paramètres peinent à dépeindre. Face aux problématiques de santé mentale liées au génocide et à ses conséquences, la question qui se pose pour les acteurs politiques et ceux de la société civile, pour les intervenants psychosociaux comme pour les chercheurs dans ce domaine, est celle de construire des outils d'intervention appropriés. La société rwandaise post-génocidaire a en effet tenté de se reconstruire par tous les moyens, et un système de santé mentale opérationnel est en place, avec des outils créés à partir de l'expérience de terrain ou à partir de l'importation de ceux qui ont fait leurs preuves ailleurs. La recherche-action se révèle être, dans ce contexte, un moyen particulièrement pertinent pour accompagner et contribuer à la mise au point de ces outils. Il s'agit de trouver comment traiter les diverses atteintes à la santé et souffrances psychiques corrélatives à ces conditions contextuelles, tout en sachant que la recherche-action ne peut se contenter d'importer ni d'appliquer les paradigmes et les pratiques propres à l'Occident. Les limites des démarches tentées en ce sens ne sont plus approuvées. Pas davantage que ne suffisent ni ne s'avèrent efficaces les exhortations à emprunter des positions éthico-morales, voire religieuses, visant la réconciliation ou le pardon. La découverte de ressources mobilisables, le soutien de la créativité inhérente au processus psychique, le frayage de voies inédites aptes à permettre le dépassement de ces impasses, entraves et passages critiques, restent à inventer et à construire. Ceci sans prétendre ni rompre avec les modèles pathogéniques et thérapeutiques traditionnels engendrés par la culture rwandaise, ni y substituer ceux privilégiés par une certaine scientificité occidentale. Il s'agit de procéder par la mise en dialogue de ces modèles respectifs, à la lumière des avancées rendues possibles par les découvertes les plus récentes de la recherche clinique dans des situations comparables. C'est cette problématique générale qui est au centre du présent ouvrage, comme elle l'était lors du colloque international qui est à son origine et dont ces paragraphes reprennent l'argument. Ce colloque s'est tenu au Rwanda, à Butare, les 18, 19 et 20 septembre 2013, à l'initiative du département de psychologie clinique de l'Université du Rwanda, UR, et des équipes promotrices du projet interuniversitaire ciblé PIC, de la coopération belge universitaire pour le développement CUD, équipes provenant de l'Université catholique de Louvain, UC Louvain, de l'Université libre de Bruxelles, ULB, et de l'Université de Namur, UNamur. L'intitulé de ce projet PIC donnait aussi son titre au colloque, Élaboration de modèles et de modes d'intervention et de formation en santé mentale au Rwanda. Les débats ont porté sur des problèmes cliniques spécifiques qui viennent s'imposer à l'attention des cliniciens à partir d'observations-participation sur le terrain, comme 1. La dynamique du deuil et le défi de reconstruction psychique chez les survivants du génocide infectés du VIH-Sida. 2. Les violences sexuelles perpétrées contre les femmes Tutsis pendant le génocide au Rwanda. 3. L'identité des enfants issus du viol commis pendant le génocide. 4. Le sentiment d'exister, la survivance et attachement des adolescents affectés par le génocide. 5. L'élaboration de rituels de deuil au Rwanda suite au génocide. Les questions de la construction des pratiques sociales et cliniques au Rwanda post-génocide, des fonctions et du rôle du psychologue dans ce contexte et dans la construction des pratiques, et des façons précises dont les contextes, politiques, institutionnels, sociaux, ont contribué à instaurer ces pratiques, ces fonctions,
et comment celles-ci à la fois en émanent, y réagissent et les modifient. La question des recours possibles aux ressources de la culture, dans le sens d'un ressourcement et d'un appui pour créer de l'inédit, à l'inverse de l'usage qui a pu en être fait dans le génocide lui-même qui l'a retourné contre elle-même. La question des méthodes de recherche, de leur évaluation, leur aménagement voire leur récréation, et particulièrement la méthode du récit de vie, mobilisée par plusieurs chercheurs du projet PIC et à chaque fois reconçue autrement, ainsi que la démarche même de la recherche-action. Il s'est agi de mettre en débat cette problématique générale et ses problèmes spécifiques à partir d'exposés venant à la fois de doctorants, de chercheurs, d'académiques et de professionnels de terrain, de diverses disciplines et de différents pays. En favorisant les échanges entre ces divers acteurs autour de l'expérience rwandaise et des expériences analogues dans d'autres pays, on visait à mieux définir les problèmes cliniques dans un contexte de violence collective, et à affiner la définition des pratiques et des outils d'intervention face au traumatisme collectif. Les textes du présent ouvrage émanent de ce colloque et attestent du rôle indispensable d'un tel partage régulier des expériences de réflexion, de recherche et d'intervention dans le champ des traumatismes psychosociaux tant ceux-ci attaquent la possibilité même de parler, de vivre et de collaborer avec autrui. Cet ouvrage prolonge et développe celui que nous avons publié en 2013 dans la même collection, sous le titre Violence politique et traumatisme. Processus d'élaboration et de création. Ils veulent contribuer l'un et l'autre au mouvement d'élaboration et de création de nos modes de pensée, de faire de la recherche, d'intervenir et de former en santé mentale dans les suites de traumatismes psychosociaux. Nous remercions le plus vivement et chaleureusement Claire Legreffe pour toute l'aide qu'elle a apportée, avec précision, finesse et enthousiasme, à la mise au point éditoriale de cet ouvrage en tous ses aspects. Ouverture interdisciplinaire. L'abeille et l'araignée. Jacques Fierens. Le droit comme parole de justice. La présence d'un juriste dans un congrès de psychologues, de psychanalystes et de psychiatres a pu paraître incongrue. Quel rapport peut-on trouver entre les recherches ou les pratiques cliniques des psychologues, des psychanalystes et des psychiatres, si proches de la souffrance humaine, et le droit qui est là pour dire la loi, la faire appliquer et juger ceux qui la transgressent? La froideur de la norme, le doigt pointé de l'accusateur et le regard du juge interdit de tendresse, ont-ils quelque chose à voir avec l'écoute et l'empathie qu'exige le contexte rwandais plus que douloureux, que malgré les 20 ans qui se sont écoulés, nous ne faisons que commencer à essayer de comprendre? Pour évoquer rapidement ce qui, à mes yeux, réunit le psy et le juriste, pour ensuite dire ce que le premier peut probablement tenter et que le second ne peut pas envisager, j'appelle à l'aide deux animaux, l'abeille et l'araignée. La première me fait songer à Aristote, qui traçait les lignes fondatrices de la pensée occidentale, il y a 2300 ans. Il se demandait pourquoi les êtres humains vivent ensemble, d'abord en famille, puis construisent des cités ou des États, et se donnent des lois. Il écrivait: ainsi la raison est évidente pour laquelle l'homme est un être civique, zoion politikon zoon politikon, bien plus que tout autre, abeille ou animaux grégaires. Comme nous le disons en effet, la nature ne fait rien en vain. Or, seul d'entre les animaux l'homme a la parole, l'oignon logone. Sans doute les sons de la voix, faune phonet, expriment-ils la douleur et le plaisir. Aussi la trouve-t-on chez les animaux en général. Leur nature leur permet seulement de ressentir la douleur et le plaisir et de se les manifester entre eux. Mais la parole, elle, est faite pour exprimer l'utile et le nuisible et par suite aussi le juste et l'injuste. Tel est en effet le caractère distinctif de l'homme en face de tous les autres animaux. Seul il perçoit le bien et le mal, le juste et l'injuste, et les autres valeurs et autres notions de ce genre. Or c'est la possession commune de ces valeurs qui fait la famille et la cité, Aristote 1960, pp 10 à 12. Nous tenons ici ce qui fondamentalement nous relie en tant qu'êtres humains, même si accidentellement nous sommes juristes ou psychologues. Nous essayons de trouver, de dire et de faire dire une parole qui unit, qui réunit à la recherche du juste. Oui, le droit est un langage, et il n'est d'ailleurs que cela. La loi est une parole, et le jugement se prononce. Les avocats, les procureurs et les magistrats écrivent et parlent, et on ne leur demande rien d'autre. Les psychologues et les psychiatres tentent de faire advenir une parole juste en ce sens qu'elle dit le vrai, même quand il se cache.
Les abeilles vivent en communauté mais ne disent pas le juste et leur langage, bien qu'élaboré, ne renoue pas de relation et ne guérit jamais. Il ne sert qu'à indiquer où se trouve la nourriture nécessaire à la survie. La hiérarchie des forces vitales. L'araignée qui m'intéresse est celle qu'évoque Placide Tempels, né en 1906 et décédé en 1977, franciscain belge qui a, le premier, essayé de valoriser la pensée et la vision du monde de ceux qui habitent l'Afrique centrale et qu'il appelle les Bantous, non pas au sens d'une ethnie, mais Bantou en tant que pluriel du Muntu, qui désigne l'être humain dans son essence. On a dit du mal de Tempels, qui écrit encore en 1946 dans l'espoir de contribuer à civiliser les Noirs, et qui, comme prêtre, souhaitait poursuivre l'entreprise prosélyte de conversion au christianisme. Pourtant, il met le doigt sur la richesse et l'originalité de la vision du monde des Bantous. Sa pensée sera d'ailleurs approfondie par Alexis Kagame, qui cherchera dans la langue Kinyarwanda la confirmation des thèses de Tempels. Ce dernier souligne que la première valeur des Bantous est la vie comme force, vivre fort, ou encore la force vitale. La métaphysique n'est pas statique. Elle inclut le dynamisme. L'être est le support de celui-ci, et de tous les changements. L'être lui-même est force. Cette force s'applique nécessairement à tous les étangs, Dieu, les hommes morts ou vivants, les animaux, les plantes, les minéraux. Valeur suprême, la force vitale subit des variations d'intensité, elle s'accroît ou se réduit selon les circonstances et les influences. L'univers visible et invisible se conçoit comme un ensemble de forces en interaction et hiérarchisé. Tout être peut donc devenir plus fort ou plus faible, l'existence étant d'intensité variable dans la dépendance des autres forces. C'est à propos du jeu des forces vitales que Tempels évoque l'araignée. Rien ne se meut dans cet univers de forces sans influencer d'autres forces par son mouvement. Le monde des forces se tient comme une toile d'araignée dont on ne peut faire vibrer un seul fil sans ébranler toutes les mailles. Tempels, 1949, page 41. Il ne s'agit donc pas d'évoquer l'animal qui effraie ou dégoûte tant de personnes arachnophobes, celle qui tend des pièges aux autres pour sucer leur sang, mais de s'émerveiller sur ce qu'elle est capable de tisser. Il est vrai que la toile de l'araignée est proprement fascinante. Quel savoir-faire! Quelle subtilité! L'araignée est même capable d'adapter le calibre de son fil, en fonction de sa place dans le dispositif. Quel mélange paradoxal de solidité par rapport aux impacts qui peuvent la frapper, et de fragilité par rapport à ce qui peut la déchirer d'un simple mouvement. C'est par la conscience de ces interactions que les Africains sont si sensibles aux dimensions communautaires. Cette vision d'une hiérarchie entre les forces explique aussi le caractère profondément inégalitaire des sociétés d'Afrique centrale, qui n'est pas près de disparaître. Cette représentation hiérarchisée des forces vitales a des conséquences sur la conception du droit. Je l'ai compris lorsque je suis arrivé pour la première fois au Rwanda en 1996, quand les cours à l'université venaient à peine de recommencer. Je me souviens d'avoir fait observer à une collègue, Florence Mukamugema qui est depuis devenue professeure à la faculté de droit, que contrairement à ce qui s'était passé en Allemagne pour la Shoah, le génocide n'avait pas été préparé par le droit. Comme on le sait, les lois nazies ont exclu les Juifs de la vie sociale et politique avant leur extermination. Florence m'a répondu que je n'avais pas encore compris ce qu'était le droit au Rwanda, c'est-à-dire autre chose que les textes publiés au journal officiel, que personne ne connaît d'ailleurs, c'est-à-dire la parole du chef. Quand le président, le ministre, le préfet et le bourgmestre disent qu'il faut tuer, la loi est qu'il faut tuer. En 1994, la subtilité de la société rwandaise, ses harmonies hiérarchisées, ses admirables nuances ont été déchirées parce qu'on ne résiste pas à toutes les violences, et des centaines de milliers de fils de vie ont été rompus. Les forces de mort ont pris le dessus sur la force de vie des Bantous. Il faut depuis reconstruire la toile et il n'y a qu'un moyen pour le faire, le langage et la parole. Si le droit est une parole, il peut donc y contribuer mais il ne peut sûrement pas à lui seul apporter suffisamment de force vitale, ni reconstruire l'harmonie et la subtile symétrie dont est capable l'araignée. Tout au plus peut-il servir de fil de fort calibre, destiné à encadrer l'ensemble de la toile à reconstruire pour permettre à d'autres que les juristes de retisser la dentelle intérieure. La justice est une proportion. Spécialement,
le droit ne peut apporter ni le pardon, ni même la réconciliation avec les autres ou avec soi-même, parce que le pardon n'est jamais une parole de justice, du moins au regard de ce qu'elle est dans la conception grecque, qui est toujours la nôtre et que nous avons exportée aux quatre coins de la terre. À propos du juste que cherche le droit comme parole commune, poursuivant sa réflexion, Aristote se demande nécessairement, comme Platon l'avait fait avant lui, ce qu'est la justice. Après son maître, il méditera cette sentence sûrement répandue dans le monde grec, dont Rome héritera et qui sera exportée dans les continents colonisés par l'Occident. La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Ekasto apodidone en grec, suum cuic tribure en latin. On peut en faire le pire. C'est aussi la sentence qui se trouvait au-dessus du portique d'entrée du camp de Buchenwald, Jedem das Sen. On peut en faire le meilleur. Mais c'est dans tous les cas, la recherche d'une proportion. À ceux qui sont semblables, il faut donner le semblable, comme par exemple à tous ceux qui sont humains, il faut reconnaître les droits de l'homme. Mais à ceux qui ne sont pas semblables, il ne convient pas de donner la même chose car ce ne serait pas juste. La grande question est de déterminer les critères de différence à prendre en compte. Vous pouvez donner plus aux riches et plus aux forts, ou au contraire donner plus aux pauvres et aux faibles. Le juste implique donc nécessairement au moins 4 termes. Les personnes pour lesquelles il se trouve en fait juste et qui sont 2, et les choses dans lesquelles il se manifeste, au nombre de 2 également. Et ce sera la même égalité pour les personnes et pour les choses. Car le rapport qui existe entre ces dernières, à savoir les choses à partager, est aussi celui qui existe entre les personnes. Si en effet les personnes ne sont pas égales, elles n'auront pas de part égale, mais les contestations et les plaintes naissent quand étant égales, les personnes possèdent ou se voient attribuer des parts non égales, ou quand, les personnes n'étant pas égales, leurs parts sont égales. Aristote 1979 pp 20 et ss. Le procès comme brisure du silence. La justice recherche ce qui est dû, la recherche d'une proportion par la parole. C'est à quoi doivent servir la loi et les procès, y compris à quoi devaient servir les juridictions gakaka. En fonction de tes droits et en fonction de tes actes, quelle est la proportion de ce qui t'est dû comme peine ou comme dédommagement? L'argumentation contradictoire, le réquisitoire, la plaidoirie pourraient constituer le premier degré de la parole, après le refus pur et simple de la donner ou de la recevoir qui s'est manifesté dans le crime. On est souvent loin du dialogue, car accusation et défense relèvent plutôt de la guerre d'occupation verbale. Depuis des positions qui resteront ennemies jusqu'à la victoire de l'une ou de l'autre, la parole judiciaire tend à investir contre le silence plus d'espace que l'adversaire. Elle ne cherche en rien à adopter le point de vue, il faudrait dire le point d'écoute de l'autre. Dans le cadre limité du tribunal, la parole n'est pas encore une rencontre entre auteur et victime, ou alors elle perd son identité d'accusation ou de plaidoirie et devient dialogue, et les parties quittent le palais de justice ou la juridiction gakaka pour des lieux de médiation, de transaction et de compromis. Cantonnée dans l'enceinte du tribunal, la parole judiciaire est déjà la brisure du silence, ce qui n'est pas rien mais ne peut faire plus. Toutefois, rien que dans ce rôle limité quand il s'agit de génocide, le droit qui est langage, les jugements, paroles qui devraient se nourrir de l'écoute, sont sollicités à leurs extrêmes limites. L'impuissance du droit au Rwanda vient avant tout du caractère inouï, au sens littéral du terme, des faits commis. Il s'agit de faire entendre dans le langage du droit, ce qui dépasse le point où était jusque-là rendu l'entendement, ce qui n'avait jamais été entendu, de dire ce que l'on tenait pour impossible à dire, de faire voir ce qui n'avait pas encore été vu. On s'approche d'un apophatisme. Le mal est si profond qu'on ne peut rien en dire de vrai, surtout pas le droit. La réconciliation. Quelle illusion, dès lors, d'espérer que le droit mène à la réconciliation après un génocide, comme l'a fait le préambule de la loi organique numéro 16/2004 du 19 juin 2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions gakaka. Considérant la nécessité, pour parvenir à la réconciliation et à la justice au Rwanda, d'éradiquer à jamais la culture de l'impunité et d'adopter les dispositions permettant d'assurer les poursuites et le jugement rapide des auteurs et leurs complices sans viser seulement la simple répression, mais aussi la réhabilitation de la société rwandaise mise en décomposition par les mauvais dirigeants qui ont incité la population à exterminer une partie de cette société. Je tiens la réconciliation pour différente du pardon. Elle présente un côté minimaliste,
elle est la mise en place des conditions d'une nouvelle coexistence. Allez, serrez-vous la main et ne vous battez plus. C'est remettre un peu d'ordre et effacer les traces sanglantes. C'est parfois beaucoup, c'est souvent le minimum. C'est moins que la justice, donc c'est autre chose que le droit. Le pardon. Mais alors le pardon. Il échappe radicalement au droit parce qu'il n'est jamais juste, il n'est jamais proportionnel, il est toujours un excès. Rendre à chacun son dû? Mais comment pourrait-on oser dire que le pardon est dû, après ce qu'il s'est passé? Le pardon est tout au contraire, renoncer à ce qui est dû, renoncer à la justice et renoncer au droit. Il est pardon, il est un don et un cadeau, et un don qui serait dû n'en est plus un. Tout pardon est irrationnel, donc un scandale, une folie. Il dépend d'un double risque. Qu'il ne soit pas demandé et qu'il ne soit pas accordé, or ce n'est jamais un devoir de le demander et encore moins un droit de l'obtenir. S'il en est question dans un tribunal, comme quand l'accusé demande pardon, on peut toujours légitimement penser que ce n'est pas de pardon que l'on parle, parce que le droit est totalement incompétent en la matière et que le tribunal n'est pas le lieu du pardon. Le pardon collectif ou individuel, institutionnalisé par une loi ou par la politique, n'existe pas. Les ersatz juridiques de pardon. C'est la raison pour laquelle le droit, au Rwanda, en Belgique ou n'importe où, n'a pu créer que des ersatz de pardon, des caricatures de paroles prétendument justes, qui sont les plus grandes ennemies du pardon. La première est l'amnistie, décision du pouvoir législatif si elle est explicite. Amnistie et amnésie sont de même racine. La première impose la seconde, par décision du pouvoir politique. Ce n'est pas neuf. En France, à l'issue des guerres de religion qui ont comporté leur lot d'actes génocidaires, Henri IV croit qu'il a le pouvoir d'imposer l'oubli, de faire que quelque chose ne se soit jamais passé. L'amnistie et l'amnésie institutionnelle, interdiction de parole imposée contre les plus évidentes vérités. Une société ne peut vivre en décidant que tels événements ne se sont pas passés. Or, pardonner ce n'est pas oublier, mais bien au contraire se souvenir. Il n'est d'ailleurs pas possible de pardonner ce qu'on aurait oublié. Le deuxième faux pardon est la grâce, au sens juridique, qui est le fait du pouvoir aussi, du pouvoir exécutif souvent. Elle renvoie à la politique et à l'opportunité. Elle nie plus que jamais les victimes qui n'ont rien à dire sur son octroi ou son refus. Il y a d'autres ersatz de réconciliation, comme la prescription, quand le temps est censé avoir avalé les coupables, comme Saturne à l'instar d'un génocide, dépaisse et mange ses propres enfants. L'écoulement du sablier, le flou des souvenirs qui pourtant viennent hanter les nuits des victimes et des coupables 20 ans après et pour toujours, ne seront jamais ni justice, ni pardon. Alors que le juriste et ses lois et ses tribunaux se taisent enfin. Qu'ils cèdent la place à d'autres relayeurs de paroles justes, comme les psychologues, les psychanalystes et les psychiatres. Qu'ils aillent sur d'autres terrains que le droit. Ils ne sont pas les sorciers, ou les magiciens de la réconciliation ou du pardon. Je doute qu'ils puissent renouer tous les fils qui ont été rompus, mais ils peuvent certainement y contribuer. Le pardon sans demande de pardon, considérations religieuses, sociales, politiques et psychologiques. Emmanuel Habimana. Le génocide des Tutsis du Rwanda diffère d'autres génocides sur plusieurs points, mais nous insisterons sur l'un d'eux en particulier, la proximité physique entre agresseur et victime. Cet aspect rend particulièrement difficile la cohabitation, les échanges quotidiens, et surtout le pardon et la réconciliation. En effet, dans tous les cas d'agression, il est plus facile de panser ses blessures, voire de pardonner lorsque l'agresseur est un étranger que lorsque c'est un membre de la famille ou un proche, ami ou voisin.
Quelle cohabitation possible entre victimes et agresseurs vivant en étroite proximité. Par cette dimension de proximité étroite, la pression sur les victimes à s'investir dans un processus de pardon et de réconciliation n'aurait pas ce caractère urgent et incontournable si l'agresseur vivait loin de la victime. À titre d'exemple, les rescapés Tutsis de la diaspora, notamment ceux du Canada auprès de qui nous avons mené une recherche sur les conséquences du génocide sur leur adaptation sociale et leur santé mentale, nous ont mentionné que tout en étant interpellés par cette question du pardon, ils se voient dans l'obligation de la reporter à moyen ou à long terme en attendant qu'il y ait des conditions particulières pour amorcer une telle démarche. Ils peuvent ainsi choisir de ne pas habiter un quartier, où ils risquent de côtoyer ceux qu'ils considèrent comme ayant une idéologie génocidaire. Ils ont le choix d'inscrire leur enfant dans une école, où ils ont peu de chances de rencontrer un parent soupçonné d'avoir trempé dans le génocide. Idem pour le choix du lieu du culte ou de l'épicerie où faire ses achats quotidiens. Par conséquent, le fait de ne pas vivre avec ceux qu'ils soupçonnent d'être sympathisants de génocidaires est, pour la majorité des gens que nous avons interviewés, l'un des facteurs qui les a le plus aidés à tourner la page et à se remettre à fonctionner presque normalement. Tel n'est hélas pas le cas pour la majorité des Rwandais, particulièrement ceux du monde rural ou ceux qui habitent dans de petites agglomérations, qui se croisent tous les jours et qui sont condamnés à se regarder, à ses pieds, pour finir par se saluer et collaborer à de nombreuses tâches. Les citadins ne sont pas non plus à l'abri de tels contacts, puisqu'ils sont souvent appelés à travailler dans les mêmes bureaux. Les tentatives entreprises dans diverses régions du pays, tant par les églises que par les responsables politiques dans le but d'encourager les gens à se parler, à se pardonner et à se réconcilier sont de ce fait louables. Certains, au nombre desquels se retrouvent notamment des psychothérapeutes, émettent toutefois des réserves sur le bien-fondé de ces démarches allant même jusqu'à les disqualifier. En particulier, on déplore le fait que certaines victimes peuvent être forcées de pardonner lorsque les églises invoquent les enseignements du Nouveau Testament. Pardonnez et vous serez pardonnés. Si pendant ta prière tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne-lui, afin que ton Père qui est dans les cieux te pardonne aussi tes péchés. Mais si tu ne pardonnes pas, ton Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus tes péchés. Comme le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez. Avant de commencer ta prière, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, Dieu acceptera ta prière. La charité est patiente, elle excuse tout, supporte tout. Mais surtout il y a le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pour une population très christianisée et très pratiquante, ces versets bibliques peuvent être effectivement troublants. On assiste ainsi à un pardon par prescription et non suite à une contrition du coupable, ou à une démarche personnelle de la victime qui peut pardonner à la suite d'un long processus de réflexion ou d'accompagnement. Par ailleurs, on peut questionner les bienfaits pour la victime d'un pardon collectif, comme celui accordé au coupable par l'État sous forme d'amnistie, ou celui octroyé par le système judiciaire à la suite d'aveux ou de dénonciation de complices. En fait, la question fondamentale est celle-ci. Qui a le pouvoir de pardonner ? Est-ce la victime qui a subi l'offense ou le parent, l'enfant, le conjoint, l'ami qui se retrouve par cette perte elle-même victime secondaire de cette perte ? Et si la victime est morte, peut-on pardonner à sa place ? La victime morte, au nom de qui on pardonne, sait-on si elle-même aurait pardonné ? Dans son livre Bourreau et victime, Françoise Sironi 1999 pose l'épineuse question suivante. Comment réparer les vivants avant d'enterrer les morts ? Soulignant par là la difficulté de beaucoup de survivants du génocide perpétré par les Khmers rouges au Cambodge, de s'investir dans divers processus de réconciliation, sans même qu'ils aient pu voir les ossements des leurs pour enfin leur rendre les derniers hommages à travers les rituels bouddhistes pour enfin pardonner ou se réconcilier. Or, des centaines de milliers de rescapés rwandais sont dans une situation semblable. Réparer les vivants. Voilà la principale motivation de l'État, ou des églises à prêcher et à œuvrer pour le pardon et la réconciliation. Comme on ne peut pas rester indifférent face à la souffrance des gens, on peut pressentir avec raison que si quelque chose n'est pas fait pour atténuer cette souffrance, la situation peut se dégrader et détériorer la santé physique et mentale des plus vulnérables, en l'occurrence les rescapés.
Il reste que ces derniers portent souvent le fardeau du pardon et de la réconciliation, car c'est aux victimes que l'on demande en premier lieu de faire preuve de retenue, de compréhension, d'humanité. Dans presque tous les pays, les associations de défense des droits des victimes trouvent qu'on fait toujours plus pour les coupables et rien, sinon peu, pour les victimes. Le système judiciaire est ainsi fait. Les dépenses consacrées aux coupables dépassent celles consacrées aux victimes des dizaines voire des centaines de fois. Certains n'hésitent pas alors à penser que la réconciliation est souvent faite sur le dos des victimes. Cependant, si imparfaites que soient ces tentatives de réconciliation, l'Église et l'État ne trahissent ni les victimes ni ne sont insensibles à leur détresse. La démarche institutionnelle, quoiqu'imparfaite, est nécessaire pour arriver à une harmonie sociale et pour prévenir, comme nous allons le développer plus loin, la survenue d'autres troubles tant au niveau des individus, agresseurs ou victimes, qu'au niveau social. Par contre, les institutions devraient aller plus loin. 1. En encourageant les agresseurs, une fois qu'ils ont le pardon de la société, à demander eux-mêmes pardon à leurs victimes. 2. Même si l'institution a offert une réparation à la victime, en encourageant l'agresseur à réparer à son tour selon ses moyens et ceux de façon authentique. Après tout, la réparation restera toujours symbolique car comme le mentionne Sironi, 1999. En citant Claude Barrois, page 124, aucune réparation ne pourra venir rendre à la victime ce qu'elle a définitivement perdu. Mais une demande de pardon et une réparation venant du coupable sont psychologiquement plus réparatrices qu'une action entreprise par un tiers. Les institutions ne devraient surtout pas perdre de vue que l'effort demandé aux victimes peut parfois les replonger ou les enfoncer davantage dans le traumatisme, car, ajoute Sironi, 1999, s'il y a eu violation des droits de l'homme, c'est la violation de la psychologie humaine dont il s'agit. Page 125, lorsque la victime est impliquée dans une démarche prématurément ou contre son gré. Est-il nécessaire de pardonner ? Le pardon est nécessaire car il permet d'alléger sa souffrance, c'est se libérer de son besoin de vengeance qui absorbe énormément d'énergie, nous dit Claude Seron, 2007. De l'énergie à se méfier, à se protéger, à couver la colère contre ceux qui se sont tus face à l'horreur, de l'énergie à ruminer la vengeance, à espérer une justice terrestre qui ne vient pas nécessairement ou une justice divine qui est incertaine ou à laquelle on ne croit plus, de l'énergie à envier les bien portants, à se morfondre, à se culpabiliser, à s'autoflageller, etc. Ne pas pardonner signifie aussi continuer à se battre, ce qui demande beaucoup d'énergie et des moyens matériels et psychologiques que la victime n'a pas nécessairement. Pardonner permet d'investir cette énergie ailleurs. C'est pouvoir saisir d'autres opportunités pour grandir sans attendre une réparation qui ne viendra sans doute jamais. La victime dépense aussi beaucoup d'énergie dans la honte et dans la culpabilité, des affects qui devraient normalement hanter le coupable et non sa victime. La source de cette honte peut découler de la dégradation de l'image de soi, à la suite des agressions qui ont laissé des stigmates physiques visibles ou intimement cachés. Elle peut aussi être liée à des fantasmes de vengeance. Or, il n'y a pas de honte à ressentir la pulsion de vengeance, pulsion qui se traduit d'ailleurs très rarement par un passage à l'acte. La vengeance est une conduite naturellement liée à l'instinct de vie. C'est un affect légitime, un désir de rétablir la justice, de punir le malfaiteur. Mais comme le cycle de vengeance peut être sans fin, engendrant les haines et une spirale de violence, la société a le devoir d'aider la personne offensée à recourir à d'autres voies pour alléger sa souffrance. Et comme le dit un proverbe chinois, quiconque choisit la vengeance doit creuser deux tombes. Pardonner, c'est sortir de soi l'agresseur ou une partie de cet agresseur, car une fois le crime commis, c'est comme si cet agresseur venait assiéger le corps, l'âme et l'esprit de la victime. L'agresseur finit par habiter symboliquement cette dernière qui peut être hantée à vie par le criminel. Dans le cas d'une agression sexuelle par exemple, la victime peut être tellement sous l'emprise de l'agresseur qu'elle peut être incapable d'avoir un rapport intime sans penser au violeur. C'est comme si ce dernier devenait le compagnon qui est constamment à ses côtés, non seulement dans la pensée mais aussi physiquement, puisque la victime ressent presque tout le temps sa présence, voit son visage, sent son haleine et entend ses paroles. Pardonner, c'est échapper au contrôle de l'agresseur, c'est comme, ajoute Claude Seron, évacuer le morceau de fer rouillé qui continue à s'oxyder de l'intérieur, 2007 page 20. En effet, le crime est comme une action corrosive aussi bien sur l'âme que sur le corps,
d'où les nombreux symptômes psychologiques et somatiques observés chez les victimes. Le crime continue à agir en profondeur, d'où l'importance de prendre congé de sa souffrance, de résilier ce contrat avec la souffrance, de protéger ses enfants contre cette souffrance et d'atténuer la transmission intergénérationnelle de cette douleur. C'est aussi prévenir la formation de mécanismes d'identification à l'agresseur. On sait par exemple que dans beaucoup de cas de violences domestiques à l'endroit des conjointes ou de ses enfants, ou dans le cas des agressions sexuelles, les agresseurs ont souvent été eux-mêmes victimes d'agressions physiques ou sexuelles, ou les deux, au cours de leur jeune âge. Dans son livre Pardonner au-delà de la raison, Jim Dean Kelsey donne de nombreux exemples d'hommes et de femmes violents qui avaient été abusés physiquement et sexuellement au cours de leur jeune âge. De notre côté, nous avons reçu beaucoup de témoignages de violences physiques ou verbales chez certains rescapés, sans oublier d'autres manifestations d'autodestruction comme l'abus d'alcool, de drogue, voire des tentatives suicidaires alors qu'ils n'avaient pas de tels antécédents avant le génocide. La colère impuissante peut aussi causer de la dépression, de l'amertume, des maladies somatiques. Voir à cet effet le rapport de Naasson Munyanda-Myutsa et de Paul Nkuba-Mugisha. Ces médecins ont constaté que non seulement le trouble de stress post-traumatique est excessivement élevé dans la population rwandaise, mais que le génocide a provoqué beaucoup d'autres troubles tant au niveau physique que psychologique. Pardonner peut aussi prévenir d'autres formes d'autodestruction, comme les comportements de victimisation, c'est-à-dire lorsque la victime se met inconsciemment dans des situations à risque, devenant incapable de se protéger en se mettant régulièrement dans des situations d'abus. Certaines femmes rescapées, esclaves sexuelles durant le génocide, sont tombées dans le monde de la prostitution, ayant perdu après ces sévices tout espoir et tout respect envers elles-mêmes. Du côté de l'agresseur, le pardon allège également sa souffrance pour autant qu'il reconnaisse son offense, si son repentir est sincère et s'il pose des gestes de réparation en fonction de ses moyens. Un crime non pardonné peut être à la longue lourd à porter, et c'est ce qui amène certains coupables à se confesser. Mais le crime non pardonné peut être aussi la cause d'autres crimes, parce que le criminel peut s'enfoncer de plus en plus dans le mal en se disant que de toute façon il est condamné, et que personne ne lui pardonnerait les crimes dont il s'est rendu coupable. Grâce au pardon, on peut prévenir le désespoir du coupable en lui donnant l'opportunité d'être réadmis dans la société. Toutefois, lorsqu'il y a demande de pardon, la victime reste libre de pardonner ou pas. En effet, la demande de pardon peut être une pression morale à pardonner, un mécanisme pervers qui met sur les épaules de la victime la responsabilité de pardonner. La victime doit résister à cette pression morale quand bien même les excuses semblent sincères. Les exonérations faites par l'État ou par un tiers peuvent aussi mettre une pression sur les victimes pour qu'elles pardonnent, alors que ce genre de réparation est avant tout physique, matériel et pas nécessairement psychologique, et qu'il est loin de réparer les dommages moraux, les insultes, les humiliations et surtout la mort des proches. La demande de pardon par l'agresseur aide aussi la personne offensée à procéder ou à poursuivre son processus de deuil. Ne pas demander pardon peut emprisonner la personne offensée dans sa souffrance et dans sa quête de justice et de réparation. En pardonnant, on cesse d'être prisonnier du bourreau, on se libère de l'agresseur en se libérant soi-même de sa culpabilité et de ses fantasmes meurtriers. Dans son excellent livre sur le pardon, Monseigneur Tutu, 1999, présente le pardon comme le geste ultime d'Ubuntu. Pour lui, ne pas pardonner, c'est se condamner à se détruire mutuellement. L'écrivain sud-africain Alan Paton ajoute pour sa part, « Il existe une loi implacable. Quand on nous inflige une blessure, nous ne pouvons en guérir que par le pardon. » Et Johann Christoph Arnold, 2011, d'ajouter, « Le pardon ne dissipe pas nécessairement notre souffrance, que l'autre peut ne pas reconnaître ou accepter, et cependant il empêche celui qui l'offre d'être happé par la spirale descendante du ressentiment. Il protège aussi de la tentation de décharger sa colère ou sa souffrance sur une tierce personne, page 2. Et il continue. Un cœur plein de rancœur perd sa capacité d'aimer, et rendre la haine pour la haine la multiplie, ajoutant de l'obscurité à une nuit déjà dépourvue d'étoiles. La haine multiplie la haine, la violence multiplie la violence, et la brutalité multiplie la brutalité dans une spirale de destruction sans fin. L'amour est la seule force capable de faire d'un ennemi un ami.
Le pardon est une force, il peut guérir et celui qui pardonne et celui qui est pardonné, page 32. Pour Monseigneur Tutu, le pardon à l'échelle des États, en politique, a pour rôle de rassembler afin de pouvoir de nouveau vivre ensemble, sinon le vainqueur d'aujourd'hui sera le vaincu de demain, d'où la nécessité de ne pas humilier le vaincu et de l'inviter à reconnaître ses torts et à pardonner. À cet égard, il faut féliciter l'État rwandais d'avoir opté pour le pardon et d'avoir posé plusieurs gestes de réconciliation plutôt que d'appliquer la seule règle de punir les coupables. Conclusion. Pourquoi y a-t-il tant de résistance à demander pardon ? Il y a plusieurs raisons mais je me limiterai à une seule. La demande de pardon place les protagonistes dans une relation verticale et provoque un renversement de rôle. L'agresseur qui était en position de force se place, en demandant pardon, en implorant la clémence, dans une position d'humilité, de soumission face à la personne offensée. C'est comme si l'agresseur cédait son pouvoir à la victime. Cette dernière détient effectivement le pouvoir de pardonner, ou de ne pas pardonner. Le seul pouvoir qu'elle n'a pas est celui de punir. Ce nouveau rapport de force peut créer une relation de dépendance, de redevance, chose humiliante et inacceptable pour certains agresseurs, d'où le refus de demander pardon. On peut illustrer cette règle par les rapports de force entre les États ou les institutions, et les victimes de ces institutions. Il a fallu des décennies à l'Australie et au Canada pour demander pardon aux peuples autochtones, et ce n'est que récemment que l'Église catholique a accepté de demander pardon aux victimes d'abus sexuels de prêtres. Pourquoi avoir tant tardé à présenter ces excuses ? Parce qu'il y a symboliquement changement de rapport de force, quand un puissant demande humblement pardon aux faibles. Inversement, le refus de demander pardon est une façon de garder le pouvoir sur la victime, car l'agresseur n'ignore pas le soulagement qu'aurait la victime si une demande de pardon lui était présentée. Par ce refus, il sait que la victime peut continuer à souffrir et cette obstruction à la réparation peut par conséquent continuer à fragiliser la victime. Voilà pourquoi il faut accompagner les victimes, les préparer à ne pas attendre la demande de pardon pour pardonner. Car la plupart devront se résigner à pardonner, sans demande de pardon. Modélisation des mécanismes étiologiques en jeu tant chez les victimes que chez les agents de violence. Modèle différentiel de traitement afin d'y répondre. Jean-Kinable. Comme le titre de mon exposé l'indique, mon propos s'inscrit dans une double visée. L'une concerne l'étude des mécanismes étiologiques et des processus dynamiques qui entrent en jeu dans la dramatisation de la violence chez ces divers protagonistes. D'abord dans le chef de ses proies, c'est-à-dire des victimes aussi bien que des agents d'exécution, mais aussi dans le chef des spectateurs, peut-être obligés, ou curieux, voire fascinés, finalement dans l'esprit de ceux qui prétendent en traiter, que ce soit pour elle apostrophe. Étudier scientifiquement, que ce soit plus ambitieusement, pour la soigner, l'éduquer ou la gouverner, soit donc ces activités professionnelles que Freud déclarait ironiquement des métiers impossibles. La seconde visée concerne les modèles de traitement que l'on est susceptible d'adopter dans l'après-génocide afin de répondre à ces mécanismes et processus, dans les ravages destructeurs qu'ils ont provoqués et dans leur résurgence éventuelle lors d'occasions futures, sous quelque prétexte. Mon intention est de reprendre ici l'une ou l'autre réflexion que m'avait inspirée tant ma collaboration à la mise au point finale des actes du colloque organisé en mai 2009, à Louvain-la-Neuve, sur le thème violence politique et traumatisme. Processus d'élaboration et de création, que ma participation à la rédaction des conclusions générales de l'ouvrage, Bracler, Cornero et Kinable, 2013. Ces réflexions peuvent s'entendre telles des hypothèses de travail, ou des suggestions pour la pratique de la psychologie clinique et des recherches-actions qu'elle est susceptible d'inspirer. Je ne insisterai pas ici, ainsi qu'en témoignait le colloque dont question, sur l'impérieuse nécessité que cette dramaturgie proprement psychique ne s'envisage jamais qu'interdisciplinairement, dans ses corrélations avec des processus divers qui, eux, relèvent d'autres disciplines, comme la neurobiologie, la sociologie, le droit, l'éthologie, la culture, l'économie, l'anthropologie, etc., ainsi qu'en rapport aux situations, conditions, contextes et cadres de référence où de tels processus ordres divers se mobilisent et interagissent. À la faveur de ces hypothèses et suggestions, il y a 2 points sur lesquels je voudrais ici attirer l'attention de manière à élargir les perspectives de travail habituelles,
au profit et au bénéfice, me semble-t-il, de ce dont ce travail est appelé à traiter, éventuellement thérapeutiquement. Premier point. Le clinicien aurait tout intérêt à s'y connaître et à développer des compétences en ce qui concerne les mécanismes psychologiques engagés chez les victimes dans la façon d'endurer la violence, d'y survivre, de s'expliquer avec le traumatisme et de l'élaborer ultérieurement. Mais aussi, en même temps, il s'agirait d'acquérir ces mêmes savoirs et savoir-faire quant au processus de criminogenèse et de leur destinée ultérieure chez les bourreaux, donc en matière de mécanismes psychiques qui sont en jeu chez l'agent d'exécution des violences, dans la manière de les perpétrer sur le coup et de les intégrer après coup dans sa vie ultérieure, le cas échéant lors de la judiciarisation et de la pénalisation des actes commis. Bien sûr, l'acquisition de telles compétences ne peut se produire sans une interrogation soutenue quant au contre-transfert de l'intervenant différemment mobilisé sans doute dans le travail avec les victimes, ou avec les exécuteurs, voire avec les instigateurs et les concepteurs de telles violences. Le second point portera sur la diversification des modèles selon lesquels il est possible de concevoir et de mettre en œuvre les modes de traitement en réplique à ces violences, aux fins d'en soigner les séquelles ou d'en prévenir la reproduction. Abordons notre premier point. Le clinicien tend peut-être spontanément à envisager la santé mentale, et ses interventions en ce champ, d'abord et avant tout, voire exclusivement, à propos et au bénéfice des victimes et de tous ceux qui sont supposés avoir eu à souffrir de traumatismes lors du génocide et de ses suites. Cependant, il y aurait lieu de prendre... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.